Bonjour à toutes et toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints si nombreux. On est à près de 300 inscrits ce matin pour un nouveau webinaire consacré à un sujet qui peut paraître technique, obscur pour les non-initiés, mais je pense que ce n'est pas le cas de nos participants aujourd'hui. C'est un webinaire que nous allons consacrer à la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. Et pourquoi aujourd'hui ce sujet? Tout simplement parce que la convention collective de la métallurgie, acte fondateur pour la branche, entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et on va voir ensemble, c'est une échéance très importante, notamment avec le chantier majeur que constituent les classifications. Donc, ravi de vous accueillir si nombreux ce matin avec nos participants que je vais vous présenter dans quelques instants. Pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, on va garder 10-15 minutes pour vos questions à vous participants. Si vous avez des questions techniques, si vous avez des questions sur les témoignages, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. On les traitera toutes. C'est un engagement moral qu'on a vis-à-vis de vous à la fin. Il me reste donc à remercier LHH à l'origine de cet événement, de nous avoir proposé ce sujet. J'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Rémi Griffon, cher Rémi Griffon, vous êtes le DRH de MAN Energy. Alors, MAN Energy, c'est la filiale française du groupe allemand MAN. C'est une filiale française du groupe allemand MAN, elle-même composante du groupe Volkswagen. Et vous êtes le spécialiste des motorisations, alors où on dit XXL ou des moteurs de grand alésage. En gros, les machineries immenses sont celles qu'on peut voir sur les navires notamment. Vous étiez au départ sur le diesel et puis, comme tous les professionnels des systèmes de propulsion, vous êtes ouvert à d'autres solutions, notamment les solutions hybrides. C'est ça, Rémi? C'est cela, oui, bonjour. Alors, c'est 550 salariés en France, un gros site industriel à Saint-Nazaire, tout près du chantier naval. Oui, exactement. Nous sommes implantés essentiellement à Saint-Nazaire et on a aussi des bureaux en région parisienne et puis à Marseille. OK. Fabrice Nicou, cher Fabrice, vous êtes le président de la CFE CGC Métallurgie depuis juin 2023. Alors, je rappelle évidemment que la CFE CGC est l'un des syndicats signataires de la convention collective de la métallurgie. Petite précision, à la ville, vous êtes ingénieur du secteur aéronautique. Vous avez travaillé chez le géant européen de l'aéronautique, Airbus, pour ne pas le citer. Je crois d'ailleurs que vous avez longtemps été en poste à Saint-Nazaire, donc non loin du site industriel de Rémi. Et exactement. Delphine Landerouin, vous êtes directrice de projet, performance sociale, rémunération et classification chez LHH. Bonjour. Après un parcours, chère Delphine, au sein de la DRH de grands groupes dans le secteur IT et dans le secteur du luxe. Pour démarrer, ce que je propose, on regarde ensemble, chère Delphine, de quoi parlons-nous? Du chantier que l'on ouvre, l'entrée en vigueur de la CCN de la métallurgie et la nécessaire adaptation ou prise en compte du nouveau système de classification qui est tout sauf un sujet anodin, Delphine. Oui, tout à fait. Les entreprises étaient à l'écoute depuis de nombreuses années, le temps que les négociations s'achèvent. Elles ont duré plus de 6 ans et ont abouti avec une signature le 7 février 2022. Donc, accord conventionnel, refonte conventionnelle historique pour la métallurgie, avec parmi les thématiques le système de classification dont la révision est un changement majeur pour les entreprises et centrales et occupe les entreprises depuis de nombreux mois maintenant. Fabrice, on peut peut-être rappeler rapidement l'origine de cette négociation conventionnelle, parce que la métallurgie, quantitativement, c'est important dans le paysage de l'économie française, mais le chantier auquel se sont attachés les négociateurs, partenaires sociaux, est un chantier considérable. Vous m'entendez bien, Fabrice? Oui, c'est un... Alors moi, je vous entends, mais j'avoue que je vous le dis, je n'ai pas entendu ce que dit Delphine, je ne sais pas pourquoi. On va résoudre le problème. Je ne la vois même pas à l'écran, donc ouais, j'ai un problème, je vois bien tout le monde, sauf c'est marqué. Un petit mot. Désolée. Oui, concernant sur l'ambition de ce chantier qui a commencé en 2015. Ouais. Par des discussions bilatérales, préalables, et puis qui s'est formalisé par un accord de méthode en juin 2016 et qui s'est conclu
le 7 février 2022. Alors ça met beaucoup de temps. Je sais que certains nous ont fait la remarque du temps. Je voudrais quand même dire qu'entre les deux, il y a eu une crise Covid qui a fait que pendant un an, une bonne année, on a stoppé les négociations pour se consacrer à des négociations de mesures d'adaptation à la crise Covid. Donc, il y a eu une perturbation. Après, on est passé de 78 conventions collectives à une seule convention collective. Le chantier n'était pas anodin. C'était quoi l'origine de la démarche d'ailleurs? C'était pas les organisations syndicales, je crois. Non, au départ, c'était une proposition qui est venue de l'UMM, en particulier sur le sujet des classifications. Mais finalement, très vite, en tout cas, notre organisation syndicale, et je pense que toutes les organisations syndicales qui sont rentrées dans le jeu de la négociation ont convenu qu'on ne pouvait plus rester avec des textes qui étaient à ce point-là anciens. Quelques exemples, la classification des cadres, c'était 1972. La classification des non-cadres, c'était 1975. On avait des textes sur le temps de travail qui, pour certains, dataient de 76, certes revus avec l'accord des 35 heures en 2000. Et donc, il y avait un dispositif extrêmement ancien. Et puis, 78 conventions collectives territoriales, c'est-à-dire 78 textes différents pour piloter les dispositions qui sont pour les non-cadres. Une région telle le Nord, le département du Nord, je crois qu'il y a 3 conventions collectives qui s'appliquaient. Ouais. Et puis, il y avait un enjeu à la fois des textes et des dispositions différentes. Il y avait un enjeu, Fabrice, sur la lisibilité, mais il y avait des carrières, des parcours. Il y avait un enjeu d'attractivité, je crois, pour l'organisation patronale. Ben, je pense que l'ancienneté des textes rendait en particulier le sujet des classifications et la gestion des carrières probablement un peu moins dynamique que ce que peuvent attendre en particulier les plus jeunes générations. Dans beaucoup d'entreprises, les progressions de carrière se faisaient en grande partie sur une base d'ancienneté, même si c'était pas dit comme ça, c'était comme ça que ça se faisait en pratique. Donc il y a eu une volonté de redynamiser tout ça. Maintenant, on a mis en place un outil. On en va en parler pendant 7 heures entre nous. Tout l'enjeu c'est l'utilisation de cet outil pour arriver à cet objectif. Et ça, c'est aux entreprises, aux partenaires sociaux certes, mais aux entreprises et en particulier aux fonctions RH d'imaginer des systèmes de gestion des carrières qui soient adaptés à ce nouveau système de classification. Et à notre sens, c'est l'enjeu des années 2024-2025, l'enjeu de 2023 étant la réussite de la transition entre l'ancien système et le nouveau. Oui, le chantier, le volume des travaux fait qu'effectivement les entreprises se sont concentrées sur le sujet des emplois, qui en fait prend une logique de parcours professionnel avec leur positionnement, leur identification, leur description, leur cotation, leur classement. Et là, les entreprises sont à l'heure de la communication et de la remise du classement des emplois, ce qui est très mobilisateur pour tous les acteurs projets et plus, puisque le management, évidemment, les organisations syndicales, l'ensemble des acteurs sont effectivement sensibilisés et impliqués dans le dispositif pour le partager aussi, le communiquer. Et la mise en place effective du classement de leur emploi pour les salariés en janvier 2024, donc avec le bulletin de salaire de janvier, est une étape importante sur laquelle tout le monde est concentré, comme je viens de le dire. Mais finalement, c'est une première étape. Des entreprises ont déjà commencé à enclencher, articuler les sujets de gestion des ressources humaines qu'il faut adapter sur ce nouveau dispositif, et celles qui ne l'ont pas encore fait envisagent de le faire ou vont le faire effectivement dans les mois qui viennent. Donc il y a
une première étape qui va être posée au 1er janvier avec tout le volume et l'attention tout le volume de travail et l'attention que ça a nécessité. Mais il est clair que les autres sujets de gestion des ressources humaines vont s'articuler dans le temps autour de ça. Je propose qu'on aille voir avec Rémi Griffon, je rappelle qu'il est DRH de Man Energy, qui nous fait l'amitié de participer à ce webinaire, sur la façon dont vous avez abordé le chantier, quelle a été votre stratégie chez Man Energy pour vous approprier à la fois la nouvelle convention collective et puis surtout mener ce chantier, j'oserais dire prioritaire, parce que c'est celui pour lequel l'échéance était celle du 1er janvier, d'appropriation de la nouvelle convention collective dans un cadre existant chez vous. Oui, alors concernant Man Energy Solutions, ce projet, ce qui est important de dire, c'est qu'il est entré aussi dans un projet plus vaste, puisque la plupart de nos accords d'entreprise faisaient référence au statut et aux classifications de de la convention collective actuelle, c'est-à-dire à savoir ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, et aux ingénieurs et cadres. Et donc, on a été amené à dénoncer la plupart de nos accords et usages, à savoir une trentaine de textes. Donc, ce projet rentrait dans ce cadre général, donc qui n'est pas forcément un cadre non plus très rassurant pour l'ensemble des salariés. Donc, dans notre volonté, on a travaillé avec les organisations syndicales, on a signé un accord de méthode avec eux, avec notamment la création d'une commission technique de suivi qui permettait de faire de la pédagogie, d'expliquer les différents outils avec les organisations syndicales, avec en plus un élément, c'est que notre organisation syndicale majoritaire n'était pas signataire de la convention collective, donc il y avait aussi des points d'interrogation de notre côté sur ce sujet. C'était donc la CGT, il n'y a pas de secret sur le sujet. Voilà. Et puis, je dirais qu'après, dans la volonté, notamment par rapport aux classifications, ça a été d'impliquer les managers. Donc, on est à la fois dans un groupe international, mais on est une ETI au niveau français. Donc, on les a impliqués en désignant des référents par famille métier et puis en formant l'ensemble des managers à chaque grande étape du projet de classification, au moment notamment de la rédaction des fiches descriptives d'emploi et puis au moment de la remise des cotations, qui est un exercice managérial pas simple. Et donc, et on s'est appuyé dans toute cette méthodologie sur le cabinet LHH. D'accord. Et alors, ce qui n'était pas simple, on était antérieurement, ce que décrivait tout à l'heure Fabrice, dans un système où peu ou prou l'ancienneté était quand même un élément important de la classification. C'est plus le cas. Et comment faire passer l'idée et quelle a été la stratégie de com et quels sont les obstacles qui ont pu être rencontrés dans la compréhension, à la fois par les équipes, mais peut-être aussi par leurs managers. Oui, il y a eu des grandes questions, des grands échanges sur la différence entre une fiche de poste et une fiche descriptive d'emploi pour vraiment relier effectivement. Ça a été un des grands enjeux d'expliquer qu'on cotait un emploi et pas une personne. Et ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, et qui est une question sur laquelle on doit continuer à travailler, qui est la reconnaissance et les parcours professionnels. Effectivement, là, il y a eu tout de suite des questions à la fois des salariés, mais aussi des managers. C'est comment effectivement, par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent et à faire, on va dire, des promotions de récompense, ce qui n'est plus envisageable demain. Comment, eh bien, effectivement, je reconnais l'expertise d'un salarié dans un poste ou certains éléments de maîtrise de son emploi par rapport à un débutant, par exemple. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. On a commencé à travailler avec les managers et aussi avec les organisations syndicales pour le futur. D'accord. Et vous en êtes où concrètement aujourd'hui? Vous avez fait, je crois, la cotation des postes. Oui, on le rappelle, si je parle sous le contrôle de Fabrice, qui connaît bien le sujet également, il fallait qu'au 1er janvier, l'ensemble des postes de l'organisation ait une cotation dans le nouveau dispositif. C'est ça le cadre, Fabrice. Alors, attendez, je suis un peu perturbé parce que j'avoue que j'ai du mal je disais, de réseau, mais bon. Comme allez-y. Il y a une contrainte, on est en train de voir avec Rémi que tous les postes devaient au 1er janvier. Il faudrait que je me déconnecte et j'ai peur de… Non, mais restez avec nous, Fabrice, il n'y a pas de problème, ça marche très bien, on va se débrouiller. Il fallait absolument qu'au 1er janvier, il faut que tous les postes bénéficient d'une cotation dans la nouvelle classification. Tous les emplois, on va être… Il y a une distinction sémantique entre emploi et poste. On va considérer qu'à l'intérieur pour un emploi donné, il y a plusieurs postes. C'est-à-dire que pour un emploi donné, plusieurs salariés peuvent occuper le même emploi. Mais en effet, tous les emplois, tous les salariés en tout cas,
doivent se voir affectés sur un emploi, le dit emploi étant décrit par une fiche descriptive d'emploi, listant les activités significatives telles que décrites dans la convention collective. Et bien entendu, cette fiche d'emploi doit donner lieu à une cotation permettant d'évaluer la valeur de l'emploi, et je dis bien de l'emploi et non pas du salarié qui l'occupe, entre 6 points et 60 points, et ce qui donne une cotation, un coefficient entre A1 et I18. Mais en effet, tous les salariés, au 1er janvier 2024, doivent bénéficier de cette nouvelle cotation, être affectés sur un emploi ayant cette nouvelle cotation, pour la bonne et simple raison, c'est que les dispositions de la nouvelle convention collective, qui font référence pour certaines d'entre elles à cette classification, elles s'appliquent au 1er janvier 2024. Et qu'à partir du 1er janvier 2024, en particulier, il n'y a plus de salaires minimaux de branche liés à l'ancienne classification. Donc, il faut bien mais les salaires minimaux sont effectivement en ligne avec ces règles-là, sinon ce sera compliqué pour elles. Les salaires minimaux sont repositionnés sur les nouvelles classes. Alors, Rémi, on va voir où vous en êtes aujourd'hui. Donc, tous les postes ont fait l'objet d'une cotation, les fiches descriptives, c'est ça? Et les fiches descriptives d'emploi ont toutes été faites, les cotations ont été faites et on a communiqué aux salariés leur cotation début octobre. Donc là, on est dans la phase où effectivement, on a eu aussi des remarques et des questions des salariés et on est dans la phase d'échange et de réponse. On finalise cette phase d'échange, de questions-réponses avec les salariés et en intégrant aussi les managers sur cette partie-là. Il y a eu des réactions des salariés ou d'incompréhension ou dans l'acceptation, voire même de la cotation Oui, on a eu des réactions. Alors après, je dirais effectivement, comme je le disais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence entre un poste et un emploi. C'est-à-dire que l'emploi ne va pas décrire de manière exhaustive toutes les tâches d'un salarié et ça, c'est une explication qu'il faut redonner. Il y a des réactions aussi assez. Le statut chez nous avait beaucoup d'importance. Je dirais que par moment, certains se comparaient par rapport à leur coefficient, par rapport à leur statut. Donc, ça fait réagir. Et puis aussi des réactions d'ego avec, par moment, certaines personnes qui ont finalement le même emploi. En l'exemple chez nous, entre un commercial après-vente et un commercial de vente d'équipements neufs, où par moment, on a quelques réactions d'ego, où c'est un commercial, chez nous, ils vont avoir le même emploi, mais ils vont estimer que l'emploi n'est pas le même et qu'il y en a un qui devrait être supérieur à l'autre. Donc, on a aussi ces réactions-là. Donc, je dirais que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on apprenne à gérer. Après, là où par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer, le temps peut-être qu'on aurait dû plus passer, ce sont sur les boucles de cohérence entre les différents emplois, aussi bien au sein d'une famille métier, mais aussi entre les familles métiers, où par moment, on a aussi des questions de comparaison entre un tel emploi et tel emploi qui ne sont pas forcément dans la même famille métier, mais où on ne peut pas s'empêcher de comparer, quoi. La problématique, elle est en général pas forcément, elle est souvent sur la comparaison entre deux emplois. Oui, d'accord. Delphine, oui, si je peux souligner quelque chose d'important qu'a dit effectivement Rémi Griffon tout à l'heure. D'entrée de jeu, et ça c'est une clé de réussite, pas la seule, mais c'est quand même le socle. Rappeler ce que c'est que l'emploi, la notion d'emploi, et bon nombre des desiderata ou des incompréhensions sont liées à ça, c'est-à-dire que effectivement, le collaborateur au premier abord peut être surpris de ne pas voir toutes les tâches, et je parle bien des tâches qu'il accomplit chaque jour, s'agissant d'un emploi qui, lui, va plutôt effectivement englober ces tâches à travers un ensemble d'activités significatives. Donc, la bonne compréhension commune de ce qu'est l'emploi, la notion d'emploi, c'est déjà l'assurance d'un partage ou d'échanges qui peuvent être plus en phase les uns avec les autres, et donc des explications et des évolutions qui peuvent être entendables au sens de l'emploi. Ça, c'est vraiment un ancrage important, et tant que cette notion, elle n'est pas familière dans tous les esprits, c'est le cheval de bataille des entreprises. Et après, oui, des desiderata plus particuliers, plus individuels, effectivement, avec une échelle de classification
qui, il faut le rappeler quand même, mais comme on le trouve d'ailleurs dans toutes les refontes de classification, une échelle de classification qui présente moins de niveaux que l'ancienne échelle. Donc, il y a forcément des regroupements qui sont dans les esprits inhabituels. Donc, c'est un vrai accompagnement, c'est vraiment un accompagnement du changement qui doit se faire avec cette communication et cette mise en place, parce que c'est un changement de repère assez important pour les collaborateurs. Rémi, une anecdote, mais en préparant cette rencontre, vous évoquiez par exemple des gens qui étaient surpris par une cotation et on parlait d'une cotation 24 sur l'échelle de 60 et des gens qui disent mais donc je n'ai pas la moyenne. Oui, totalement. C'est ce qu'on a eu comme remarque et bon, je dirais que c'était appuyé aussi par une des organisations syndicales qui faisait preuve d'un peu de mauvaise foi. Mais c'était effectivement un des points où il y a ce sentiment, effectivement, même si c'est bien un emploi qu'on cote, par moment de recevoir une note. Et effectivement, c'est toujours revenir sur le fait qu'on cote un emploi et pas la personne, mais c'est compliqué à entendre. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de ça. Fabrice, pardon. Non. Oui, la cotation, on le rappelle jamais assez, c'est un exercice rationnel, technique, qui vise juste à arriver au bon atterrissage et à la classe qui est juste et cohérente. Et effectivement, parfois, ça c'est un peu français aussi, hein. Et la nature a horreur du vide, donc on voit bien une tendance à se ruer effectivement sur le total de la cotation en valeur absolue, alors que ça n'est finalement qu'un moyen technique, rationnel, pour objectiver et s'assurer qu'on arrive en bon atterrissage en termes de classe dans la nouvelle échelle de la classification. D'où l'importance qu'on dit depuis le début de l'accompagnement, de la communication, dans la compréhension, évidemment à destination des managers, alors des entreprises en amont et des DRH, mais là, avec Rémi, c'est acquis, et derrière de l'ensemble des équipes pour l'appropriation. Et qu'on ait cette phase, d'où la nécessité d'avoir anticipé cette phase de discussion, d'explicitation, qui est la phase actuelle. Fabrice, ça vous surprend ? En fait, on a changé de paradigme. On a changé de paradigme, mais on l'a souvent expliqué à nos adhérents, aux salariés, que pendant 40 ans, 50 ans, en tout cas au fil du temps, on avait un peu oublié dans notre branche, et en particulier dans les grandes entreprises. Je suis moins sûr que ce soit les classifications soient aussi importantes que ça dans les très petites entreprises. Mais dans les grandes entreprises où la classification est importante pour les salariés, ça fait partie de qui ils sont. Et donc, on avait d'ailleurs, on disait dans le jargon d'entre nous, on disait pas j'occupe un emploi 3A ou j'occupe un emploi 365. On disait je suis 3A ou je suis 365, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la classification était extrêmement importante, alors que depuis l'origine de la classification, ça doit dater de 1945 à peu près, les premières classifications, c'était jamais trop le salarié qui était classé, c'était l'emploi, mais on l'a oublié dans notre inconscient collectif. Et revenir sur le système de classification, ça nous a collectivement tous obligés à revenir sur l'essence même du classification. Ouais. Mais il faut s'imaginer que derrière, il y a 40, 50 ans d'habitudes qui sont à faire évoluer, et se dire que la classification est en effet désormais revient à la classification de l'emploi et non plus de l'individu, mais ce qui veut dire également que ça exige de réfléchir à tout un nouveau système de gestion des individus, cette fois-ci des salariés, puisque c'est peut-être plus la classification qui fera les promotions ou qui fera la reconnaissance, mais peut-être d'autres systèmes de reconnaissance, puisque le nouveau système fait qu'on va parler de l'emploi et non plus du salarié qui l'occupe. Et tout l'enjeu, à mon avis, qu'on a collectivement ensemble, c'est de réussir ce basculant culturel. J'ai tendance à dire, peut-être de manière un peu radicale, mais je vais quand même vous proposer cette affirmation, c'est que si on ne le réussit pas, c'était pas la peine de changer le système de classification. C'est-à-dire, oui. Non, mais ça fonctionnait. Globalement, les salariés, je veux dire, globalement, on vivait dans ce système de classification. Certaines entreprises avaient mis en place des systèmes de classification parallèles. Dans certaines entreprises, on ne parlait même plus du système de classification de la métallurgie.
Ils avaient mis en place leur propre système et c'était ce référentiel qui était le référentiel de l'entreprise. Mais dans beaucoup d'autres entreprises, on vivait avec le système de la métallurgie et on s'en débrouillait. D'accord. Mais là, l'enjeu, c'est de refondre, repenser et de contribuer à un nouveau système de management de RH. Alors, ah oui, tout à fait. Alors, plus précisément, en fait, si je reprends ce qui vient d'être dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, et ça on le retrouve dans plein d'autres conventions collectives, en fait, entre l'emploi et l'individu, au fil du temps, ça ne faisait plus qu'un, on voyait qu'une tête. Et puis en plus, il y avait des attributions de type ancienneté, diplôme, qui affirmaient cette vision où l'emploi et l'individu, l'un fait l'autre. Voilà, l'emploi apporte à l'individu apporte à l'emploi. Ok, et donc on voyait qu'une tête. Le changement de paradigme, c'est que on raisonne au sens où il y a des organisations, des besoins, des métiers, des emplois, et le fait de pouvoir les identifier avant toute chose, ça permet de tracer le chemin de l'entreprise. Je vais le dire comme ça, j'utilise souvent ce terme. Ça permet de tracer le chemin de l'entreprise avec des emplois qui sont un peu des plots ou en tout cas des jalons sur lesquels on peut positionner les collaborateurs. Alors, cette dissociation de l'emploi, de ces jalons avec le collaborateur lui-même, c'est pas naturel du tout. Et puis, historiquement, on a vraiment fondu les deux. Donc, après la bonne compréhension de ce que c'est qu'un emploi, faut faire comprendre, et ça c'est le deuxième cheval de bataille des entreprises, que l'individu ne va pas trouver toute la reconnaissance qu'il attend à travers son emploi, à travers la classification. La classification, elle jauge la complexité, le niveau de responsabilité confié. Donc effectivement, deuxième enjeu pour les entreprises, l'articulation de la façon dont les collaborateurs vont être accompagnés et reconnus sur ce chemin, sur ces jalons, que ce soit accompagnés en termes d'évolution des compétences, besoin de formation, l'emploi n'est pas encore acquis, au regard du descriptif par exemple, et reconnus à travers effectivement quelqu'un dont on va savoir qu'on lui confie en plus un rôle très particulier qui est au-delà de l'emploi, et qui fera plus l'objet d'une reconnaissance à titre individuel, parce que ça lui est confié, c'est organisé comme ça, sans que ça vienne tordre le cou à l'emploi et au futur recrutement sur cet emploi, parce que c'est quelque chose qui tient plus à la personne. Et toute cette articulation, j'oserais dire reconnexion, en gros, les processus de gestion des ressources humaines et la décision vont devoir se reconnecter. Et alors, finalement, ça nous renvoie à tout le sujet du management RH, hein, Rémi. Le fait de ne pas dépendre de la classification et uniquement de la classification pour la reconnaissance. Et les trajectoires de carrière, c'est le cœur de métier du DRH. Ah, c'est le cœur du métier du DRH, oui, effectivement. On revient à des basiques, à des fondamentaux de la fonction RH, mais aussi de la fonction managériale, où effectivement, on est en train de revoir on a cassé certains repères qu'on pouvait avoir avant et aujourd'hui, il faut en construire aussi des nouveaux, donc avec beaucoup d'explications. Et donc, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, sur les aspects de parcours professionnel, mais aussi de formation et donc derrière ça, de formation, on a des choses à reconstruire ou à développer dans les années qui viennent et sur lesquelles on commence déjà à échanger, notamment chez nous avec les partenaires sociaux. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui? C'est quoi les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, on a, comme je le disais aussi, à côté, un gros travail de renégociation de tous nos accords. Donc, on a signé cette semaine 13 accords d'entreprise. 13 accords dans la semaine. Alors là, Rémi… Oui, alors c'est l'issue de nombreuses… disons qu'on s'était mis d'accord sur le fait de négocier, puisque les accords sont un petit peu liés les uns aux autres. Donc, on a eu la signature de 13 accords cette semaine. Donc, il faut la mettre en place. Bon, je dirais qu'il y a un aspect de projet cette année. Je pense que, et ça, on est arrivé à un accord sur un constat commun au niveau de l'entreprise, y compris avec les partenaires sociaux et on va devoir faire beaucoup de SAV, à mon avis, l'année prochaine. Parce que bon, je dirais qu'il y a le projet, il y a la dynamique du projet cette année.
Et l'année prochaine, il va falloir sans doute faire beaucoup d'explications, de réexplications autour de ces sujets. Et aussi lors de certains événements, on a une période où on va traiter aussi des augmentations individuelles, qui était traditionnellement aussi un moment où il y avait des promotions qui étaient faites. Et là, cette année, ça va être différent. Où effectivement, la personne ne va pas forcément avoir de promotion, puisqu'il n'y aura pas d'emploi, l'emploi ne va pas changer. Donc, il y a tout je pense, l'année 2024, ça va être beaucoup de SAV, de réexplications. Alors, nous aussi, sur nos autres accords, bien évidemment, mais en partie notamment sur la classification. Et ayant vécu dans d'autres entreprises qui avaient connu ce type d'exercice, c'est quelque chose qui va prendre au moins pendant 2 ou 3 ans d'explication, de réexplication, mais qui à la fin est très positif, puisque je dirais qu'il y a quand même aussi une appropriation. C'est-à-dire que la chance qu'ont les managers et même les salariés, c'est-à-dire qu'on était dans un système qui datait quand même des années 70 où on arrivait, où on le prenait comme il était. Et aujourd'hui, on est dans un système nouveau, toujours pareil avec une phase de changement et d'accompagnement du changement, et où les gens vont pouvoir se l'approprier et le comprendre. Et donc ça, c'est une chance. Et moi, dans mon expérience passée, c'est quelque chose qui a plutôt aidé dans le fonctionnement de l'entreprise, et notamment avec les managers et les salariés, puisque ça veut dire qu'ils étaient avec un système qu'ils comprenaient. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous en attendez dans le pilotage de la DRH d'une ETI? Je pense à un échange. Alors, ça a permis de donner aux ressources humaines un autre, une autre envergure, un autre profil vis-à-vis de l'encadrement. Mais ça permettra aussi d'avoir un échange sans doute plus constructif notamment avec les managers. Et avec plus constructif avec les managers. J'ai envie de faire réagir Fabrice et Delphine à ce que vient de dire Rémi. Fabrice, sur l'attente et la façon dont le sujet a été préhendé par Rémi et Man Energy. En tout cas, je tiens à le féliciter parce que c'est assez emblématique de ce qu'il fallait faire. Je me permettrai de citer l'exemple de Man maintenant, quand je cite quelques entreprises qui ont plutôt bien fait le travail. Alors, je ne cite pas celles qui le font mal par indulgence, mais il y en a malheureusement trop, et des grosses sur lesquelles il y a de grosses difficultés, et je pense que ça va mal se finir. Mais j'avais tendance à citer aujourd'hui celle que je connais le mieux, qui était Airbus, parce que Airbus a fini son travail depuis 6 mois. Mais je pense que le processus qui a été mis en place chez Man et le résultat qui en est sorti me semble là aussi conforme à l'esprit et au texte de la convention collective. Donc, une fois que ce travail-là, qui n'est pas un travail simple en effet de transition, est fait et qu'il est bien fait, une fois que la structure des emplois qui va rester pérenne a été bien faite, c'est un investissement. Et moi, le reproche que je fais à certaines entreprises, c'est que, et c'est peut-être pas d'ailleurs la faute des RH, c'est peut-être la faute parfois de la direction générale, d'avoir mal anticipé la complexité de ce projet. Et je dis souvent que ce projet de transition aurait dû être organisé comme un projet de transformation industrielle quand on met en place une nouvelle chaîne de production et qu'on met des chefs de projet et qu'on met des moyens humains derrière, parce que c'est un projet de transformation RH qui aura des conséquences pour les entreprises, à mon avis, au moins aussi fort que certains projets de transformation industrielle. Ça a été malheureusement sous-estimé trop souvent. Celles qui l'ont bien fait sont à l'heure, et celles qui ne l'ont pas bien fait ne sont pas à l'heure. C'est intéressant, Fabrice. On retrouve là la culture du monde industriel et de gérer ce process. On note que chez Man Energy, Rémi nous l'a bien dit, ça s'intégrait dans une stratégie plus globale du groupe. Et c'était pas une mise. C'était quoi d'ailleurs la mauvaise stratégie, l'erreur à ne pas faire? Non, mais il y a certaines entreprises qui ont largement sous-estimé. Qui ont largement sous-estimé la complexité et donc qui se rendent compte maintenant au dernier moment qu'il faut être prêt pour le 1er janvier 2024. Et vous imaginez, comme beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises de la métallurgie, les salariés sont tout juste informés de la classification des emplois qu'ils occuperont au 1er janvier 2024. Et on est le 4 ou le 5 décembre. Donc, c'est particulièrement anormal. Et puis, comme l'a fait Rémi dans son entreprise, la plupart de nos accords d'entreprise, je parle bien des grandes entreprises qui n'étaient pas finalement
tellement lié à la convention collective, si ce n'est par les classifications. Ouais. Beaucoup d'accords d'entreprise faisaient référence à des classifications. Donc, il faut bien les revoir, ces accords d'entreprise, pour les mettre à jour en fonction du nouveau système de classification. Donc, à tout le moins, il y avait ce toilettage-là à faire. Et s'il n'est pas fait, il va y avoir quand même plus qu'une confusion entre des salariés qui vont peut-être se voir positionnés sur un emploi de niveau F11, F12, G13, mais qui ne sauront peut-être pas ce que veut dire être positionné sur un emploi F11 ou F12 par rapport à des éléments de reconnaissance qui étaient traditionnellement traités dans les accords d'entreprise, des primes, des éléments de rémunération, des parts variables, etc. Delphine, si je peux effectivement poursuivre sur le sujet, c'est clair que dans les entreprises, le management, alors je reviens à des points qui ont été mentionnés tout à l'heure, le management a vraiment sa part active sur le sujet. C'est ça aussi, ça peut être nouveau un peu pour le management. Donc l'accompagnement du changement porte beaucoup sur le rôle du management. Et pour ceux qu'on a eu le plaisir d'accompagner, et je suis ravie que Man en fasse partie, on a beaucoup insisté sur l'importance effectivement d'une appropriation le plus en amont possible par le management. Parce que pour ceux qui seraient tentés, et j'en ai entendu des managers me dire mais pourquoi on nous mobilise, pourquoi on nous sollicite alors qu'il suffit d'envoyer l'info ou de dire les choses de manière collective. Et ma réponse était souvent la suivante, mais en fait c'est parce que là tout commence. Et c'est votre premier acte managérial sur le sujet, mais ça n'est que la première pierre à l'édifice. C'est-à-dire que oui, il va y avoir une reconnexion des sujets RH, des accords, quand c'est nécessaire. Il y en a pour qui il y en a plus que d'autres à reconnecter. Mais pour le management, il y a un outil qui est mis à sa disposition, en quelque sorte, à travers la fiche emploi. Et la familiarisation du management avec cet outil et avec cette vision de la classification au sens des emplois et non plus au sens de chaque individu, ben c'est quelque chose qui est un challenge avant tout pour le management. Ouais. Donc effectivement, les entreprises qui ont pu prendre le temps de mettre ça dans les mains et dans les oreilles des managers, c'est quand même un gage de compréhension de la part des collaborateurs. Et pour poursuivre, ce que je tenais à dire aussi par rapport à ce qui a été dit, c'est que oui, le timing, l'ampleur des travaux fait que, et moi je le constate dans toutes les refontes de branches qu'on a pu observer, fait qu'à un moment donné, il y a une sorte de goulot d'étranglement quand même au moment de la mise en place. Mais pour garder une note optimiste et avec le recul que j'ai sur bien des années effectivement de mise en place et puis aussi des années en arrière de dates fatidiques de mise en place, tout ne s'arrête pas là. J'ai dit tout à l'heure, pour les managers, c'est la première pierre à l'édifice. Donc oui, il y a une forme de goulot d'étranglement où là, en ce moment, le mieux peut être l'ennemi du bien. Ce qui est important, c'est que les collaborateurs, effectivement, comprennent aient eu la communication et soient notifiés en temps et en heure, et le système va vivre. Donc, tout ne s'arrête pas là. Le système va vivre. L'important, c'est que chacun continue à se l'approprier et que peut-être il fera l'objet effectivement voilà, il y a des choses qui vont être affinées avec le temps. Vous disiez, Rémi, effectivement, il y a des salariés qui requestionnent des emplois, etc. Donc, c'est soit l'occasion de bien leur faire comprendre ce que c'est que l'emploi. Dans certains cas, si les emplois, les organisations évoluent, la vision des emplois évoluera avec l'organisation. Et les parcours professionnels aussi, puisqu'on parle de chemin et de jalons sur lesquels positionner les collaborateurs. Donc oui, il y a une date de mise en place effective en paye, mais le dispositif va prendre son ancrage avec le temps. Et ce qui donne, et ça c'est pour ma note positive, ce qui donne encore, parce qu'il faut se dire à un moment donné qu'il n'est jamais trop tard,
l'opportunité aux entreprises de bien faire le travail, je l'espère. Voilà. Avant de rentrer dans une phase plus pratique, et on va parler de la façon dont peuvent agir les retardataires, je vous livre quand même quelques-unes des questions, et une qui rebondit sur ce que vous décriviez, Delphine. Vincent nous dit comment l'impact de ces nouvelles classifications a été pris en compte sur la partie paye, parce qu'on a parlé de toute la dimension politique, GRH interne, l'information du collaborateur, et puis après il y a la question technique, parce que oui. c'est tout. Alors, paye, ça doit fonctionner dans l'organisation. Effectivement. On a le chapitre classification, mais on a aussi le chapitre rémunération. Et les grilles de minima salariaux garantis étaient adossées au coefficient d'avant. Donc, il a fallu réactualiser et réadosser des grilles aux classes, à la nouvelle échelle de classification. Ceci étant dit, ça permet effectivement d'analyser un premier impact au cas où des collaborateurs dont l'emploi est à un niveau, à une classe dont le minimum correspondant à cette classe est supérieur au salaire du collaborateur, là, il peut y avoir un impact. La mise en place de la nouvelle classification, c'est une relecture de l'organisation et des niveaux de responsabilité et complexité confiés. Donc, j'oserais dire que, heureusement, dans la majorité des cas, les collaborateurs sont dans une classe qui était dans un coefficient ou arrivent dans une classe pour lequel, de manière induite, ils étaient déjà plus ou moins positionnés. Donc, il y a l'énorme majorité des collaborateurs pour lesquels il n'y aura pas d'incidence par rapport au minimum salarial si son salaire est déjà au-dessus de ce minimum requis. Et puis, comme toute évolution du niveau de responsabilité, il peut y avoir des effets où un collaborateur dont on affirme avec la nouvelle classification que son niveau de responsabilité est telle classe est peut-être un peu plus élevé que l'idée qu'on en avait avec l'ancien système. Il peut y avoir un effet de bord et besoin d'une réactualisation salariale. Ça, c'est pour le fixe. Il y a l'ancienneté aussi. Oui. Il y a l'ancienneté qui fait l'objet d'une uniformisation de la formule de calcul. Et cette ancienneté peut aussi avoir des variantes. Les entreprises se sont emparées assez vite du sujet de l'ancienneté avec des accords aussi pour parer aux écarts éventuels que générerait la nouvelle formule de calcul, mais avec un maintien effectivement du niveau préalable. Merci Delphine. Je vais faire réagir Rémi parce que à la fois sur ce qui vient d'être dit, la question salariale, la question logiciel de paie, paramètres logiciel de paie, et l'éventuel effet de bord qui peut conduire à un rattrapage. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés? Oui, totalement. Oui, on a été confrontés aux trois. Je dirais, alors sur la partie rémunération, on est dans une entreprise où nos rémunérations sont supérieures au minima de la convention, donc je dirais qu'on n'a pas été réellement impacté, concerné par cela. Sur la partie logiciel de paie, oui, effectivement, ça a des conséquences, puisque bon, alors après, ça dépend chacun de son logiciel et des développements et des paramétrages qui étaient faits, mais effectivement, les paramétrages chez nous étaient basés sur les statuts de l'ancienne convention, avec des éléments de primes ou donc il y a un travail de paramétrage et de redéveloppement du système paye qui est en cours depuis plusieurs mois et je dirais qui dépend des accords aussi négociés à côté. Mais ça, c'est clair, ça a un impact important, un travail important au niveau de l'équipe paye. Et on a eu effectivement aussi un travail sur la prime d'ancienneté. Ça a fait partie des négociations qu'on a abordées avec nos partenaires sociaux. Alors, il y a une question de Franck sur le sujet qui nous dit « Changer le système de classification, c'est souvent inflationniste. Est-ce qu'on peut dire combien ça a coûté en pourcentage de la masse salariale, sachant qu'on est dans un contexte inflationniste, donc c'est peut-être un peu compliqué à quantifier. Je ne sais pas, je pose la question avant de faire réagir Fabrice.
Alors, la réponse, j'ai un peu donné des éléments de réponse tout à l'heure parce que en fait, ça va vraiment dépendre des pratiques et de la politique salariale de l'entreprise. Ouais. Ce que change la nouvelle convention collective, et ça on l'a écrit noir sur blanc parce qu'il y avait forcément d'énormes confusions, ce que change la nouvelle convention collective et son impact direct, c'est la reconnexion à des minima salariaux sur les classes et une formule de calcul de l'ancienneté. Mais la politique de révision salariale, la NAO, les politiques de rémunération de l'entreprise restent les mêmes. Parfois, elles doivent être connectées, elles aussi. Si elles utilisaient en repère les COEF, il faut maintenant qu'elles utilisent des classes. Mais fondamentalement, elles ne sont pas remises en cause. Et donc, parler d'un coût est très aléatoire selon les entreprises, puisque suivant la politique salariale, moi j'ai connu dans des secteurs précédents et il y en a toujours des entreprises qui sont vraiment, pour des raisons de survie aussi de l'entreprise, au minimum salariaux. Dans ce cas-là, l'impact est forcément plus direct que des entreprises qui sont de toute façon déjà au-dessus des minimums salariaux. Donc, donner une enveloppe n'est pas adéquate du tout, sachant que ça peut vraiment varier selon les entreprises. Et Delphine, avant, je repasse la parole à Fabrice, on peut peut-être l'interpréter aussi comme étant simplement une remise à niveau ou dans le marché quand on se retrouve avec des situations. Alors non, c'est pas dans le marché parce que en fait, la convention collective donne des minima salariaux applicables. Ouais. Et c'est là que la politique de rémunération et la politique salariale, elle, évidemment, va s'inquiéter de paramètres, enfin, de contraintes, je vais le dire comme ça très techniquement, hein, mais c'est une politique avant tout, mais va s'inquiéter de l'équité, va s'inquiéter de la compétitivité marché et va réagir aussi en fonction de l'offre et de la demande, tout en tentant de garder l'équité dans son entreprise. Donc là, on est vraiment sur des socles minimums applicables. On a le SMIC d'un côté et on a des minima par classe. Et le marché est une autre affaire et les entreprises se positionnent selon ce qu'elles ont besoin par rapport au marché. Après, je pense aussi à la situation dans laquelle on peut avoir un écart entre, la classification fait apparaître un écart entre la situation antérieure de la personne et la réalité de son emploi, de son poste, mais c'est plus rectifié un décalage. Quand il y a un décalage au niveau minimum, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça peut arriver. Mais après, le souhait d'une entreprise de payer pile dans le marché, un peu en deçà pour du fixe, mais plus en variable, tout ça, c'est vraiment un équilibre de politique de rémunération propre à chacun. Fabrice, sur le sujet, la dimension salariale, les inquiétudes qu'on peut avoir sur l'inflation. Non, mais c'est bien sûr, bien sûr, ça a été un sujet. Alors, vu du côté des organisations syndicales, la première chose, et des mesures ont été prévues dans la convention collective, il n'était pas question que le changement de classification conduise à une baisse de rémunération. Donc, on a mis des dispositions dans la convention collective qui protègent les salariés de baisse de rémunération. Il y a un article 69 qui dit clairement qu'il ne peut pas y avoir de baisse de rémunération à cause d'un changement de classification. Il y a des éléments liés à la prime d'ancienneté dans les modalités, parce que la prime d'ancienneté peut conduire à une baisse de la prime d'ancienneté avec les modalités de calcul qui ont un peu évolué, mais là aussi, il y a une certitude que la prime d'ancienneté de janvier 2024 ne pourra pas être inférieure à la prime d'ancienneté de décembre 2023, puisque les primes d'ancienneté au non cadre sont calculées au mois. Et puis, il y a des dispositions un peu plus complexes, probablement moins usitées, qui sont la garantie de rémunération conventionnelle, qui est un dispositif très complexe. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui rajoute une protection supplémentaire. Par ailleurs, il y a eu des protections vis-à-vis des entreprises. En particulier pour les entreprises de moins de 150 salariés, on a permis qu'il y ait un amortissement de l'augmentation de la prise en compte de la nouvelle grille de salaire mini sur plusieurs années, si cette augmentation de la grille des salaires mini induisait une trop forte augmentation de la masse salariale. Pourquoi ça peut arriver ?
parce que je vous rappelle qu'il y avait 78 conventions collectives territoriales, donc il y avait 78 salaires mini, grilles de salaire mini pour les non-cadres. Et entre la convention collective du Rhône et celle de l'Eure, il y avait presque de 20 à 30% d'écart. Et que les partenaires sociaux de la branche, quand ils ont défini les salaires mini pour la partie non-cadre, ils ont pris une valeur médiane globalement. On s'est indexé sur une valeur médiane de ces 78 conventions collectives. Donc vous avez dans certains départements, ceux qui avaient des salaires mini particulièrement bas, en effet, le risque qu'il y ait une augmentation un peu significative de la masse salariale sur ce simple effet de salaire mini qui évolue en particulier pour les non-cadres, parce que pour les cadres, il n'y a pas ce problème-là, puisqu'ils étaient déjà à valeur nationale. Et donc, on a mis des protections à l'endroit des plus petites entreprises pour qu'elles ne soient pas déstabilisées à cause de cette augmentation. Par ailleurs, en effet, comme le disait Delphine, à titre individuel, il y a des salariés qui peuvent voir leur rémunération augmenter s'ils se retrouvent avec une rémunération réelle inférieure au nouveau salaire mini. Mais là aussi, dans le phénomène inflationniste que nous avons connu, avec près de 10 ou 11% d'augmentation sur les 2-3 dernières années en total, tout ça, c'est plus difficile de faire la part des choses, en fait. Voilà, déconnecter, voilà. C'est plus difficile de faire la part des choses. L'augmentation de la masse salariale liée à l'application de la nouvelle classification et le contexte inflationniste ou la situation de marché, effectivement. Pour vous citer une anecdote, on avait négocié la grille de SMH au premier semestre 2021 pour l'appliquer en 2024. Pas de chance, l'inflation a explosé à partir du second semestre 2021. Donc les hypothèses que nous avions prises, qui étaient 1% d'augmentation de l'inflation, d'1% d'inflation, comme c'était le cas depuis plusieurs années, ont complètement explosé. Donc on a dû revoir notre négociation et on a refait une négociation au premier semestre 2023 qui s'est conclue en juillet 2023 pour les SMH 2024. Et c'est vrai qu'entre ce que nous avions négocié en 2021 et ce que nous avons renégocié en 2023, il y a 10% d'augmentation. Mais c'est 10% d'augmentation qui sont liés au fait que le SMIC a pris 11% aussi. Bien sûr. Donc, ce n'est pas anormal. Bien sûr. Très vite, quand même, avant qu'on traite l'ensemble des questions, on a un engagement moral vis-à-vis de nos participants. Une petite question quand même, puisqu'on le promet depuis le début. Quels conseils on peut donner aux entreprises qui seraient très en retard dans le processus? Les erreurs à ne pas commettre dans une situation d'urgence, et d'urgence absolue, et je pense qu'elle doit exister, peut-être Delphine. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que d'abord, parler avec les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire convenir de la situation et proposer un plan d'action. Enfin, c'est basique, hein, ce que je dis, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que la situation, en général, tout le monde en a conscience, et si c'est pas le cas, quand même, faire un point en faisant constat de cette situation pour effectivement envisager en toute transparence, j'oserais dire, et toute humilité, parce que c'est pas toujours simple. Et des entreprises qui ont vécu des périodes ou des complexités sur ces derniers mois ou années qui font que il peut y avoir effectivement des raisons comprises par les différents acteurs. L'important, c'est de se mettre en route sur le sujet. Donc, avec une compréhension et en accord déjà avec les acteurs, j'oserais dire, internes. Ça, c'est vraiment important. Et puis, évidemment, de mettre les bouchées doubles avec néanmoins, et je terminerai là-dessus parce que sinon, ça peut prendre un certain temps, ne surtout pas bâcler le temps d'identification des emplois qui font le chemin de l'entreprise, hein, comme j'aime à le dire. Donc, ces jalons, parfois, on a le sentiment que non, mais ça va aller vite, parce qu'après, il faut décrire et coter. Si tout le monde en est d'accord, de prendre le temps nécessaire pour bien identifier les emplois. Voilà. Non. Après, ça peut toujours… la V1 n'est jamais la dernière. Hein. Oui, c'est pas figé, c'est ce qu'on dit depuis le début. Ça n'est que le début de l'aventure, Fabrice. Voilà. Mais je mets quand même en garde d'un point de vue juridique, je suis pas un expert du droit, mais que la transition au 1er janvier 2024, elle permet de passer de l'ancienne classification à la nouvelle sans faire signer d'avenant au contrat de travail. À partir du 2 janvier 2024, il faudra faire signer un avenant au contrat de travail. Donc, il y a une difficulté. Il y a plus de
il y a une difficulté juridique peut-être là, parce Voilà. que c'est qu'à la transition qu'on avait permis que ça puisse se faire de manière automatique, sans, et en particulier mais cela étant, je partage, et je pense que c'est le point de vue important qu'a dit Delphine, ne bâclez pas, parce que ce travail bâclé, les entreprises en subiront les effets pendant de trop longues années. Oui, le risque, c'est d'avoir 2 tableaux Excel et de se dire, j'opère une translation entre l'ancien système et le nouveau. Aïe, 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 aïe. Alors là, on ne veut même pas en parler. Par les acteurs de la convention collective. Voilà. Question de Sophie, question ou rapport d'étonnement de Sophie qui dit, on a un phénomène de beaucoup d'emplois tassés. Alors, chez elle, c'est en F11 et en clair, on ramasse dans une seule cotation un grand nombre de postes. Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un problème? Alors, je vais Alors, rapidement répondre. Moi, je vais le dire, c'est un problème. Alors, on va faire chacun son tour. Alors, qui veut commencer? Oui, alors, rapidement, premièrement, il y a forcément un effet comme ça parce qu'on a moins de niveaux. Oui. Et effectivement, la différenciation n'est pas aussi possible qu'elle l'était dans l'ancien système. Deuxièmement, évidemment, il faut faire attention à… L'idée, c'est pas de regrouper tout le monde en F11, c'est d'avoir une bonne lecture de la méthode et des critères et une cotation la plus objective possible. Fabrice et puis Rémi après. Alors pour moi, quand on a ce phénomène-là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'entreprise et qui a été mal fait. Je suis désolé de le dire un peu brutalement, mais aujourd'hui, on a 4 coefficients cadres. Ouais. J'enlève la position 1, qui est une position un peu particulière. Position 2, 3A, 3B, position 3C. Vous n'aviez que 4 coefficients dans la branche de la métallurgie aujourd'hui pour les cadres. Demain, on est de F11 à I18, on en a 8. Donc, il y a beaucoup plus de coefficients cadres qu'il n'y en avait dans la grille actuelle. Donc, voir tout le monde positionné sur F11, c'est-à-dire des gens qui étaient peut-être 3B aujourd'hui se retrouver sur des emplois F11, à mon avis, là, ça pose un gros problème. Et pour nous, quand nous détectons ça, pour nous, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, ou qu'il y a eu des cotations qui ont été biaisées, mais il n'est pas possible de nous expliquer que là où vous aviez des gens qui étaient répartis entre position 2, beaucoup de positions 2, certes, des 3A et des 3B, la plupart se repositionnent sur F11. Et je dis qu'il y a là grand danger. Il y a grand danger parce que si tous les emplois ou beaucoup d'emplois sont F11, vous allez m'expliquer comment on va gérer la progression des salariés puisque les emplois sont tous concentrés sur un seul coefficient. Alors, très vite, il faut objectiver. Vrai problème si on a ça. Ouais, clairement, il faut objectiver parce qu'il faut nuancer. Effectivement, il y a un sentiment de plus d'emplois. Moi, je l'ai vu et entendu quelque part. Et quand on regarde les chiffres, c'est pas tout. Il y a effectivement, c'est un peu le classique d'une pyramide des niveaux de responsabilité. On a effectivement souvent plus de monde dans le premier niveau cadre. Ça dépend aussi des cœurs de métier, ça dépend des entreprises, etc. Donc, à nuancer parce que plus de monde, oui, plus de monde dans les premiers niveaux cadres que dans les plus hauts niveaux cadres, oui. Tout le monde, c'est autre chose, c'est à regarder à 2 fois. Donc la précaution numéro 1, c'est de s'assurer que dans la cotation, on est resté objectif et conforme avec la méthode. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, si on compare de chiffres d'effectifs répartis dans le système d'avant aux emplois donc et leurs effectifs dans le système d'aujourd'hui. Avant, on avait une logique où le coefficient était une reconnaissance individuelle. Encore très souvent, moi j'ai été dans la métallurgie et effectivement, c'était un élément de reconnaissance individuelle assez souvent. Aujourd'hui, il n'est que révélateur de la complexité et des exigences de l'emploi. Donc, on peut avoir effectivement des personnes qui, à titre individuel, avaient évolué dans cette échelle de coefficients sans changer d'emploi. Donc voilà, c'est à nuancer et à regarder de près, évidemment. Et j'entends derrière le message de Fabrice, ne vous privez pas de la largeur ou de l'ensemble du spectre élargi des outils de classification donnés.
Moi, je dis d'ailleurs aux fonctions RH, c'est une bonne façon de faire un débat apaisé, c'est de fournir la répartition des effectifs dans l'ancienne classification et dans la nouvelle pour voir que finalement, il n'y a pas eu trop de décentrage. Ouais. Et je pense que dans les grandes entreprises où parfois il y a des tensions, le fait d'afficher ce type d'information, ça permet de relativiser et souvent de se rendre compte qu'il n'y a pas tant de décentrage que ça. Ouais. Alors, avec le bémol de l'évolution individuelle qui s'opérait sur les coefs. D'accord avec vous. Voilà. On va déborder de 5-6 minutes. Je suis d'accord avec vous, mais malgré tout, voilà. Vas-y. On va déborder de 5-6 minutes et tant pis, parce que je veux répondre aux questions. Céline nous disait, concernant la méthodologie pour répondre aux questions des salariés sur la cotation d'emploi, est-ce que vous reprenez avec eux, chacun des critères et leur définition? Peut-être Rémi, sur la façon. Oui, je dirais que dans la cotation, effectivement, on a donné la cotation par critère. On a donné la cotation bien évidemment globale, mais aussi la cotation par critère. Et effectivement, ça a été ça fait partie des sujets avec les salariés où on a dû réexpliquer certains critères classants et comment ils arrivaient à tel niveau. Ce qui est pas parce que c'est pas une évidence quand vous lisez la grille. On peut avoir des salariés qui sont, par exemple, sur la connaissance, mis rapidement au niveau 9 et vous leur expliquez que il y a un travail de pédagogie à faire important là-dessus. Oui. Soria nous dit, si on n'a plus, il me semble qu'on a répondu un petit peu tout à l'heure avec Delphine, mais on peut vérifier, s'il n'y a plus de notion d'ancienneté, que se passe-t-il pour les primes d'ancienneté prévues dans la Convention? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. La prime d'ancienneté pour les non-cadres, elle continue de fonctionner puisque c'est la prime d'ancienneté dans l'entreprise. La notion d'ancienneté, c'était ce qu'on exprimait avec Delphine, c'était pour l'évolution dans les carrières où il arrivait dans certaines de nos entreprises assez fréquemment que vous puissiez, sans vraiment changer d'emploi, passer de non-cadre à cadre, de passer de position 2 à 3A, de 335 à 365. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais par contre, la notion de prime d'ancienneté, c'est-à-dire celle-là, elle perdure et c'est un élément de rémunération pour les non-cadres qui existe toujours dans la branche, dans la convention collective. Wassila nous dit sur un même métier. Pardon, vous vouliez, Delphine? Non, tout à fait. Wassila nous disait sur un même métier, nous avons des différences de compétences entre un niveau junior, un niveau plus senior, en fonction de l'ancienneté dans le poste, de la polyvalence, de l'expertise. Comment est-ce qu'on différencie ça dans le nouveau paysage? Fabrice Boilly-Tillet, allez-y, je vous vois. C'est trois emplois différents. Dans l'absolu, c'est 3 emplois différents. Ou bien, et je l'ai vu dans certaines entreprises, il y a cette notion de junior, intermédiaire, senior, mais cette fois-ci à l'intérieur du même emploi, mais ça rajoute une dimension individuelle sur l'individu qui occupe l'emploi, et donc on commence à rentrer dans une logique de gestion des carrières des individus, mais ça, c'est quelque chose qui est à bâtir dans l'entreprise. Oui. Et comme je le dis souvent, moi, c'est bien beau qu'on m'explique junior, intermédiaire, senior, mais s'il n'y a pas d'éléments matériels, objectifs derrière tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir la vision de l'emploi à sa cible en tenue complète et autonome. Ça, c'est l'unité de valeur dont on parle depuis tout à l'heure. Et effectivement, d'avoir cette notion avec la cotation et la classe qui va avec, ça va permettre, on le disait tout à l'heure, de reconnecter la reconnaissance individuelle. Et on est bien d'accord que si tous les salariés dont le poste est rattaché au même emploi auront la classe de cet emploi et donc la même classe, d'autre part, ils ne tiennent pas l'emploi de la même manière. Et il faut les accompagner dans l'acquisition de cet emploi et voir le passage d'un emploi à l'autre. Et c'est là qu'on peut mettre en place un système de différenciation qui va permettre d'identifier effectivement les collaborateurs qui sont en cours d'apprentissage, en acquisition, qui viennent d'arriver. Justement, c'est un signal pour se dire, il faut encore les accompagner ou les former. Ceux qui sont dans leur emploi en vitesse de croisière ou ceux qui ont déjà un pied, on va dire, en dehors et qui sont susceptibles d'évoluer vers d'autres horizons. Et le marqueur que représente l'emploi à sa cible permet effectivement de piloter autour de ça. J'accompagne mon collaborateur dans l'emploi. Et donc, cette différenciation, eh bien, elle reste à reconnecter ou à mettre en place pour les entreprises qui, bien sûr, au-delà du positionnement du salarié en place dans son emploi, les entreprises ont besoin aussi de faire cette reconnaissance
à part entière. Donc ça peut avoir différentes formes en fonction de ce dont les entreprises disposent déjà ou pas, quoi. Merci. Rémi, vous vous retrouvez dans cette grille de lecture? Oui, je m'y retrouve. Enfin, je dirais que c'est le chantier sur lequel on démarre actuellement. C'est effectivement ces besoins quand même de reconnaissance individuelle et sur un emploi quand même. Et c'est là où je nuance effectivement, c'est qu'on a quand même par moment des emplois communs, mais qui ne sont pas tenus en fonction d'expertise de certains, de l'expertise du salarié, effectivement, qui ne sont pas forcément tenus de la même manière et où il y a une attente du salarié de reconnaissance, quoi. Après, effectivement, faut mettre des définitions et des limites. On ne peut pas être débutant pendant 10 ans, ça, je suis bien d'accord. Nicolas nous dit, après le 1er janvier 2024, comment faire vivre le référentiel de classification des emplois en maintenant la cohérence? Quel rôle donner à l'entretien professionnel qui est un entretien individuel? Dans la convention collective, il est prévu. C'est quelque chose de vivant, hein. Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, on va le voir aussi. On va apprendre à pédaler, on va apprendre à tenir debout en pédalant, quoi. Mais je dirais que ça va être un accompagnement. On va continuer, c'est ce que j'appelais le SAV tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on continue à accompagner les managers, les salariés dans la vision des emplois. Mais on met fin effectivement ça revient à ce qui était dit tout à l'heure, promotion-récompense. Donc à un moment, il faut travailler sur plus l'évolution de carrière, les formations, la reconnaissance qui n'est pas forcément non plus que monétaire, quoi. Fabrice, vous voulez réagir? Non, mais en fait, dans la convention collective, il est prévu qu'il y ait une rediscussion à l'occasion des entretiens individuels du contenu de l'emploi et donc éventuellement la définition d'un nouvel emploi. Mais bien entendu, je pense qu'il va y avoir une vigilance des RH parce que il faudra pas. La tentation pourrait être pour un manager de demander la création d'un emploi particulier pour pouvoir valoriser un salarié particulier, et on pourrait arriver, si on va jusqu'au bout de cette logique, à pour 40 000 salariés, 40 000 fiches d'emploi. Je suis volontairement caricatural, mais il y aura à coup sûr dans les grandes entreprises une vigilance qui sera, et dans les plus petites aussi, mais encore plus dans les grandes où la masse des organisations fait que ça peut vite dériver. Il y aura probablement un contrôle pour s'assurer qu'on reste dans un nombre d'emplois qui reste raisonnable. Je propose une dernière question parce que le temps tourne très vite, qui est un peu la question catastrophe. Que se passe-t-il pour les entreprises qui n'auraient pas mis en place les changements au 1er janvier? Le scénario, on n'a pas respecté le délai, on n'a pas classifié parce que on peut envisager le scénario catastrophe. Je ne sais pas, Delphine ou Fabrice. Alors, là encore, je vais avoir une réponse nuancée parce que il se peut que certaines entreprises, alors j'en ai pas en tête en direct, mais aient dû effectivement convenir. Alors, ce qui est important, encore une fois, hein, c'est d'avoir une discussion ouverte en interne et de concilier effectivement les contraintes autour de ça. Donc ça, c'est la première précaution d'emploi. Deuxièmement, effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, ne pas permettre aux salariés d'avoir une classe à jour au mois de janvier, c'est problématique derrière. Effectivement, ça devient un sujet individuel et problématique avec tout ce que ça signifie, tant au niveau individuel que des organisations syndicales et bien sûr vis-à-vis de la branche et de l'obligation conventionnelle et légale. Donc, warning, risque juridique important quand même, hein, Fabrice, c'est scénario. Moi, je pense qu'il y a un risque juridique. Maintenant, je pense que ce que Delphine dit, c'est essentiel, c'est-à-dire que ça doit d'abord se traiter dans le cadre d'un dialogue social, et les entreprises ont intérêt, quand elles sont dans cette situation-là, d'avoir un dialogue social constructif, parce que ça risque d'être un peu problématique pour elles, parce qu'il y a des risques de contentieux. Il y a des risques de contentieux de salariés qui pourraient demander l'application de la convention collective du 1er janvier 2024 sur des dispositions dites catégorielles, c'est-à-dire associées à un coefficient, et pour lesquelles, comme ils n'ont pas de coefficient, on serait incapable de dire quel est le dispositif, mettons indemnité de licenciement, indemnité de départ, mise en retraite, des choses comme ça. Il peut y avoir cette difficulté-là, et puis il y aura peut-être une question de calcul du salaire mini annuel à la fin 2024, si vous êtes
avec un mixte d'anciennes classifications et de nouvelles classifications. Je ne sais pas comment ça va se calculer. Et donc, je pense que ces entreprises, surtout celles qui n'ont pas un dialogue social performant qui permettrait de régler ça intelligemment par des accords négociés, peuvent se retrouver en difficulté juridique. Et je pense que ça arrivera malheureusement. Bon, espérons qu'elles sont très minoritaires, que Delphine ne les ait pas vues, c'est normal. Oui, moi aussi. Quand on vient la voir, c'est qu'on a abordé le sujet. Le temps tourne. Alors, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir participé à cette rencontre. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir, par vos questions, alimenté de façon aussi passionnante ce webinaire. Merci à vous. On est dans la dernière ligne droite pour les entreprises largement engagées depuis des mois, comme Rémi. Et il me revient à vous remercier, Fabrice Nicou, Rémi Griffon, Delphine Landeroin. Merci aux équipes d'LHH de nous avoir accompagnés pour monter ce webinaire qui sera disponible en replay. Et vous recevrez le lien de replay. On vous a donné dans les questions le replay qui sera accessible sur RH Matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci à tous.